Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la responsabilité civile et plus exactement dans une série de vidéos où je vais vous expliquer plus concrètement comment bien tricher avec son code en matière de responsabilité civile. C'est la nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de vous faire en matière de responsabilité du fait personnel, fait des choses, fait d'autrui et de l'ensemble des régimes de responsabilité spéciaux. On va commencer aujourd'hui avec la responsabilité du fait personnel dans le code civil. C'est parti! Alors, en ce qui concerne le premier article que vous pouvez trouver à l'article 1240 du Code civil, qui vous indique « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », principe bien connu. Malheureusement, vous ne trouverez pas la jurisprudence que vous souhaitez en dessous de cet article, à l'exception d'une seule. En effet, comme vous pouvez le voir là, la seule jurisprudence que vous pouvez voir d'utile ici, c'est la responsabilité et la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité extra-contractuelle. Ce que je vous invite tout d'abord à souligner dans cet article, c'est que la responsabilité précontractuelle est de nature extra-contractuelle. C'est-à-dire qu'avant que vous signiez un contrat, c'est de nature extra-contractuelle. Ensuite, ce que je vous invite à surligner en orange, c'est le non-cumul des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. Pour ça, je vous invite à voir les notes sous l'article 1231-1, je ne vais pas en parler plus ici. Pour ce qui est de la situation des tiers qui veulent se prévaloir d'un manquement contractuel, vous avez l'ensemble des notes sous l'article 35, sous l'article 1199, jurisprudence 35, et ça a peut-être un peu bougé depuis cette année dans le nouveau code civil. Ensuite, vous avez peu de jurisprudence utile jusqu'à l'article 1241. En fait, l'ensemble des jurisprudences que vous devez souligner sont sous l'article 1241 en matière de responsabilité du fait personnel. Comment ça se divise, ce plan des jurisprudences sous l'article 1241 ? Vous avez tout d'abord un grand 1 qui vous parle des conditions de la responsabilité délictuelle, et ensuite un grand 2 de sa mise en œuvre. Mais c'est le grand 1 qui va plus particulièrement nous intéresser, parce que dans le grand 1 vous avez la faute, le préjudice et le rapport de causalité, les trois conditions que vous devez prouver en cas pratique et dont vous pouvez parler en commentaire. Allez, on commence par la faute. Alors, pour ce qui est de la faute, vous avez tout d'abord élément intentionnel non exigé. En effet, la faute civile n'exige pas l'intention de nuire, la volonté de faire mal. Il faut juste faire une faute, mais pas forcément avoir conscience, avoir volonté de créer le dommage. Ensuite, vous avez faculté de discernement. La fameuse faculté de discernement, vous avez ici les arrêts d'assemblée plénière Lemaire et d'Erghini du 9 mai 1984. Ensuite, dans variété de fautes, vous avez l'abstention. L'abstention peut être une faute. En effet, c'est ce que disait la Cour de cassation dans son arrêt du 27 février 1951, l'arrêt Branly du fameux scientifique. Le défaut d'information peut être une faute. Par la suite, dans le code, ils vont faire la liste des différentes choses qui peuvent constituer une faute, mais ça va peu nous intéresser ici. En revanche, ce qui va nous intéresser plus, c'est le préjudice. Et d'abord, le code civil fait la liste des différents types de préjudice. Vous avez le dommage matériel ou moral. Ensuite, vous avez variété de préjudices selon leur cause. Naissance d'un enfant avec un handicap, et il vous indique, allez voir désormais l'article L114-5 du Code de l'action sociale et des familles, qui est sous l'article 1242, qui est après l'article 1242. Ça, c'est pour ceux qui ont, ou celles qui ont l'arrêt Perruche. Il y a préjudice spécifique de contamination pour ceux qui sont atteints du VIH ou de l'hépatite C, et après, encore une fois, ici, le code nous fait une différence entre toutes les préjudices, les variétés de préjudices. L'assistance d'une tierce personne est un préjudice, la nécessité de l'assistance d'une tierce personne est un préjudice, le préjudice de formation, le caractère bénévole de l'assistance ne saurait être cause de non-remboursement, la perte de revenus est un préjudice, les souffrances psychiques et physiques, le fameux prix de la douleur ou Pretium doloris qui est très connu, est surlignable également. Vous avez le déficit fonctionnel, le préjudice d'agrément dont la notion est définie en dessous. Le préjudice d'agrément, c'est le préjudice subjectif des troubles ressentis dans les conditions d'exercice. Par exemple, vous ne pouvez plus exercer de tennis, vous kiffiez le tennis, vous ne pouvez plus faire de tennis. C'est un préjudice d'agrément. Et c'est souligné en dessous l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il y a le préjudice
sexuel, dont je ne m'attacherai pas à en dire plus, préjudice d'établissement, qui consiste en la perte d'espoir de réaliser un projet de vie familiale, avoir une femme et des enfants, un homme et des enfants, etc. Préjudice permanent exceptionnel, c'est si pour les catastrophes naturelles, les catastrophes naturelles ou industrielles ou les victimes d'attentats. Le préjudice d'anxiété qui est marqué ici, préjudice esthétique qui est important. Ensuite, c'est pas très bien fait, mais dans le code civil, vous avez en dessous les différents caractères du préjudice. Le préjudice doit être certain, direct et licite. Parfois, certains ajoutent personnel en plus de direct, mais voyons tout d'abord le caractère certain de la perte de chance. Le préjudice doit être certain, direct et licite. Une partie de la doctrine ajoute le caractère personnel, mais qui se distingue très peu du caractère direct. Commençons tout d'abord par le caractère certain du préjudice et parlons de la perte de chance. Ici, je vous invite à surligner perte de chance et en dessous, vous avez évaluation du dommage. La réparation du dommage en cas de perte de chance ne peut être que partielle. Ensuite, vous avez caractère direct et personnel. Ici, vous voyez, c'est regroupé. En dessous, caractère direct et personnel, vous avez ici à surligner préjudice par ricochet, et en dessous, absence de lien de droit avec la victime principale. Vous avez des notes en dessous sur justement l'absence de lien de droit peut néanmoins permettre réparation. Donc ici, votre concubin, votre concubine, la personne avec qui vous êtes en couple pendant un moment sans être marié ou pacsé, décède, si vous êtes avec lui pendant longtemps, par exemple 20 ans, et que celle-ci décède dans un accident de voiture, vous pouvez tout de même obtenir réparation du préjudice. Opposabilité aux victimes par ricochet de la faute de la victime directe. Association, une association peut, conformément à son objet, réclamer du coup réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres. Vous avez syndicat, le syndicat peut lui aussi se prévaloir d'un préjudice direct, une société, un associé. Et ensuite, vous avez ce que je vous disais à l'instant, la légitimité de l'intérêt lésé des concubins. Une concubine peut obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin, fameux arrêt de chambre mixte de 1970. Pour ce qui est de la preuve du lien de causalité, on va le voir dans une minute. La preuve du lien de causalité va se trouver sous l'article 1245-8. C'est pour ça que j'ai mis exiger preuve scientifique. Ici, on a un rapport de causalité. Passons maintenant au rapport de causalité. Ici, pour le rapport de causalité, en matière de preuve, il faut aller voir l'article 1245-8, on va le voir dans une seconde, mais commençons par les différentes théories du lien de causalité. Vous avez deux théories principales du lien de causalité, l'équivalence des conditions, qui est ici, et la causalité adéquate. L'équivalence des conditions, c'est sine qua non, c'est-à-dire tout événement sans lequel le dommage, le préjudice ne serait pas arrivé, il n'y aurait pas eu la survenance du dommage. En revanche, dans la théorie de la causalité adéquate, les juges vont prendre le fait qui, de manière prévisible, entraîne la survenance du dommage. Je continue l'article 1241, mais on n'oubliera pas d'aller voir l'article 1245-8 pour la preuve du lien de causalité. En dessous, un truc intéressant, vous avez la faute et l'action collective. Que se passe-t-il quand il y a une faute, alors que plusieurs personnes peuvent être responsables ou sont responsables? Que se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs actes fautifs, mais qu'on ne sait pas exactement lequel est responsable, ou si l'on sait lequel est responsable, mais qu'il y a plusieurs responsables? Il faut tout d'abord voir l'obligation insolidum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la victime, vis-à-vis des co-responsables, elle, par principe, peut demander à chacun des responsables l'ensemble de la réparation du préjudice. C'est marqué ici, chacun des responsables peut être condamné à le réparer en totalité, sans partage. Et j'ai souligné en dessous, la victime peut demander à réparer l'intégralité de son préjudice, pour bien souligner ce fait. Néanmoins, recours entre co-responsables, principe, du coup, le co-auteur qui a payé le tout peut réclamer à l'autre ou aux autres la part, lui, leur incombant dans la production du dommage. Et le fondement de cela, c'est un recours subrogatoire. En dessous, vous avez les causes d'exonération, la faute de la victime, le fait d'un tiers, et enfin, la force majeure. Par principe, la faute de la victime est cause d'exonération partielle, mais dans certains cas particuliers, lorsque la faute de la victime revêt les caractères de la force majeure, l'auteur peut être totalement exonéré de sa responsabilité. Donc cas particulier, exonération totale.
Vous voyez, pardon, je me suis trompé, finalement il n'y a que ici la faute de la victime, mais il n'y a pas le fait d'un tiers et la force majeure qui sont sous l'article 1242. Ne me demandez pas pourquoi. On passe maintenant au grand 2, à la mise en œuvre de la responsabilité, et je vais passer directement au petit c, la réparation du dommage, et plus en particulier le principe de réparation intégrale. Ici, vous avez la définition du principe de réparation intégrale, c'est-à-dire absence de profit. La réparation ne peut excéder le montant du préjudice, et la gravité de la faute n'influence pas le montant. En dessous, l'absence de perte ne peut, la réparation intégrale, la réparation pour la victime, ne peut être inférieure au montant du préjudice. Je vais finir par les modes de réparation sous l'article 1241, par la réparation en nature, qui est le principe. Par principe, les juges vont essayer de choisir une réparation en nature. Néanmoins, le juge peut refuser d'ordonner une réparation en nature, notamment si la mesure est disproportionnée. Pour finir, à l'article 1245-8, où vous avez la preuve du lien de causalité. L'article 1245-8 nous parle des produits défectueux. Et pourtant, la jurisprudence sur la preuve du lien de causalité a été mise là-dessous. Une raison l'explique, ici, c'est parce que la plupart du temps, le lien de causalité est difficile à établir dans les produits défectueux et plus particulièrement pour des médicaments. Alors, en matière de lien de causalité, vous voyez, j'ai bien surligné lien de causalité pour me rappeler qu'on parle de ça ici. La charge de la preuve appartient par principe au demandeur. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité. Il peut le prouver par tout moyen. Mais néanmoins, par exception, il peut apporter la preuve par des présomptions graves, précises et concordantes. Pour ceux qui seront suivis l'affaire Nicolas Sarkozy, c'est également le cas dans cette affaire de financement libyen. On va essayer d'apporter la preuve de faits graves, précis et concordants de financement apporté par la Libye à Nicolas Sarkozy et son équipe à l'époque. En matière de preuve, il n'est donc pas toujours nécessaire pour la victime d'apporter la preuve. Parfois, il lui suffit d'établir des preuves graves, précises et concordantes pour apporter la preuve, ça remplace la preuve. Et donc ici, vous avez une jurisprudence de 2012 à surligner, puis celle de la CJUE du 21 juin 2017. Vous avez notamment l'affaire de la vaccination contre l'hépatite B, décision estimant que le lien n'est pas établi et que ne constituait pas de telles présomptions, donc des présomptions graves, précises et concordantes. CIV première 18 octobre 2017. Et enfin, vous avez également l'affaire du Mediator et du Destilben ci-dessous, que je vous invite à surligner. C'est tout pour aujourd'hui sur la responsabilité du fait personnel. Allez, je vous termine par l'une des choses les plus importantes, c'est-à-dire le lexique. Si il y a un post-it à mettre dans votre code civil, je ne veux pas en voir 15 000, si je veux en voir un, c'est celui-ci, celui qui est dans le lexique à responsabilité délictuelle. Vous pouvez surligner ici abus de droit, accident de la circulation, causalité, cause étrangère, commettant et préposé, dément, enfant, avec les bonnes jurisprudences, garde de la chose, obligation in solidium, responsabilité contractuelle, non cumul, et vous voyez que vous avez l'article 1231-1, jurisprudence 220 et suivante. Ensuite, vous avez trouble mental que vous aviez déjà au-dessus. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.